Bienvenue sur Saga Ancestrale. Installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez-vous emporter par la légende. Si cette histoire apaise votre esprit, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un like. N'oubliez pas la cloche pour ne rater aucune vidéo. La légende du jour est Jacques l'Éventreur, les ombres de Londres. C'est parti. Le brouillard nocturne s'était insinué comme un souffle froid, couvrant les pavés usés de Whitechapel d'une ouate souillée, blanchâtre, qui avalait la lumière. Les lanternes s'efforçaient de percer ce linceul, palliant timidement l'obscurité. L'écho des pas se fondait en bribes dans la nuit, absorbé par le tissu du brouillard, et chaque bruit semblait venir d'au-delà d'un voile, lointain, vaporeux, dessinant la ville en ombre mouvante et en secret. Dans ce Whitechapel de 1888, nul n'ignorait la peur. Elle flottait, palpable comme la brume, collant au rabat des manteaux effrangés, s'insinuant dans les corsages fatigués, griffant doucement les chevilles fragiles qui s'empressaient sur les pavés craquelés. La menace, invisible, rôdait. D'un instant à l'autre, elle pouvait jaillir, surgir de l'ombre, froide, méthodique. On la ressentait plus que jamais en cette saison de meurtre, ce qui s'étalait maintenant dans la mémoire collective comme un drap taché que l'on ose retirer. Dans un recoin, là où la lumière d'une lanterne s'essoufflait, Mary Nichols serra la poignée de son panier. La brume caressait son visage, soufflant dans ses cheveux la promesse d'un nouveau matin, ou un présage, elle ne savait plus. Parfois, elle pensait sentir derrière elle une respiration, distincte au milieu de l'humidité et du vent. Mais ce n'était qu'une illusion, ou le voulait-elle? Les ruelles semblaient rétrécir, pressant leurs murs lépreux contre ses épaules, guidant ses pas dociles. Elle entendait, au loin, le pas précipité d'un porteur de lait ou le grincement d'une charrette. Sa gorge se serrait à chaque son, à chaque reflet métallique tordu sur les vitrines embuées. Le quartier, toujours vivant, semblait retenu par un souffle anxieux. Les maigres échoppes fermaient leurs volets, les auberges cachaient leur agitation derrière l'épaisseur de rideaux âpris. Tôt le matin, on découvrirait de nouveaux mots déchirant le silence. Crime, effroi, et le nom toujours chuchoté, jamais vraiment prononcé, comme s'il portait la poisse. Jack. Jacques l'Éventreur. Des policiers nerveux arpentaient les coins, jetant des regards soupçonneux à chaque fente d'ombre. On se déplaçait en doublant le pas, on évitait les raccourcis, et les mères retenaient à leurs jupes les enfants, même les plus âgés. Mais dans cette épaisse brume, même la vigilance la plus sincère s'égarait. Elle offrait au tueur un royaume à sa mesure, où chaque lampe allumée était une prière, chaque fenêtre éclairée une pâle porte de salut. Plus loin, un chat filait, silencieux, bondissant sur la margelle mouillée d'un caniveau. Entre les pierres pavées, l'eau grise roulait, marquant son passage de traces sanglantes et anonymes. Les miséreux, tapis dans le repli d'une porte, surveillaient d'un œil las les allées et venues fugitives. Les visages se fermaient à la moindre sollicitation. La nuit, à Whitechapel, n'était plus l'ami de personne. Même les rires dans les tavernes semblaient nerveux, saccadés, nourris d'une fièvre que l'on taisait. À l'angle de Dorset Street, on entendait les talons pressés de Polly, qui cherchait des yeux une lumière amicale, un pub encore ouvert, un soldat en quête d'étreinte ou de compagnie. Elle inspira la brume, le froid piquant, et osa une chanson à mi-voix. Sa voix se perdit dans l'épaisseur de la nuit, dévorée par la respiration glacée du brouillard. Là, le silence la reprit, plus fort, plus profond, et sa peur enfla, lui tirant le cœur et le souffle. Parfois, des lettres circulaient, recouvertes de caractères hâtifs, parfois tachetées d'un rouge qu'on ne pouvait jurer être de l'encre. Des adresses, des menaces, des moqueries. La police les conservait, les journalistes les dupliquaient, et entre les soupirs et les frissons des habitants, on sentait croître une fascination morbide, comme si le tueur les connaissait tous, rôdant partout, invisible, invincible, dispersant de nouvelles énigmes à chaque pas. Les journaux s'arrachaient chaque détail, chaque nom, chaque suspicion,
attisant la terreur d'un peuple au nerf à vif. La particularité du brouillard était de tout dérober. Il camouflait non seulement les visages mais les intentions. Impossible de deviner, à la clarté diffuse d'un talot timide, si la silhouette apparaissant à l'autre bout d'une artère était celle d'un vieux voisin ou du mal lui-même. Le brouillard avalait tout et rendait les frontières incertaines, mêlant le monde du réel et celui des cauchemars. À la croisée de Buck's Row, l'on pouvait deviner, dans la pénombre, la silhouette enveloppée d'un manteau d'épais drap. Son chapeau, large, inclinait l'ombre sur son visage, ne laissant transparaître qu'une ligne de mâchoire impassible. Ses mouvements étaient mesurés, silencieux, dissous dans l'opacité de la nuit. Aucun bruit de pas, il glissait plutôt qu'il ne marchait, fusant entre les faisceaux mourants, épousant la brume jusqu'à ne faire plus qu'un avec elle. Sous la lueur malingre d'une lanterne, s'accrochait un filigrane rouge indéchiffrable. On aurait dit que la nuit seule pouvait en comprendre le sens. Les pas du tueur s'arrêtaient parfois, comme pour écouter les soupirs de la ville. Il semblait prendre le pouls de sa proie sans hâte, la main prête, le cœur froid, l'esprit calme, détaché. Cette nuit encore, il se nourrissait de la peur, insensible, s'appropriant chaque recoin de la ville comme s'il en était le souverain de ténèbres. Dans les chambres mal aérées, des femmes reposaient, murmurant des prières à demi, ou attrapant tout contre elles une pelote de laine, un souvenir d'un autre temps, convoquant en silence la lumière du matin. Mais la nuit était encore longue, et chaque craquement, chaque souffle de vent contre la planche mal fixée d'une fenêtre, venait tordre leurs rêves de songes peuplés de visages grimaçants. Parfois, le visage du tueur leur apparaissait, sans trait net, une silhouette floue, sans âge, sans nom, qui riait dans la brume. Certains, pour tenter d'apprivoiser la peur, s'étaient mis à raconter des histoires, à la lumière déclinante des chandelles. La créature était-elle un homme, un démon, un étranger venu hanter leur ville? Chacun y allait de ses suppositions, les enfants grandissaient dans le berceau de l'effroi, veillant tard, oreilles dressées aux rumeurs. Mais toutes les voix convenaient que Whitechapel appartenait à la nuit, et que la brume cachait plus de secrets qu'elle n'en laissait échapper. À quelques rues de là, dans un réduit pauvre, une enfant ouvrait les yeux sur la tapisserie tremblante des ombres murales. Elle écoutait le souffle du sommeil de sa mère et attendait les premiers signes du matin, espérant qu'aucun cri ne déchirerait le silence comme la veille. Les rideaux, minces, étaient impuissants à repousser le froid. La lumière filtrant de la rue jetait sur le sol des motifs changeants, qui dansaient avec le vent et la brume. La peur, elle, se transmettait en silence par la chaleur du corps maternel, par la lassitude dans les gestes. Dans la nuit, le chasseur et la proie se croisaient sans se reconnaître, aspirés l'un par l'autre dans la fatalité des ruelles tortueuses. Il avait pour allier la brume et la patience. Il connaissait les détours, les escaliers branlants, les passages entre deux portes grinçantes où s'échouaient les regards. En marchant, il pensait, il rêvait aussi, mais ses rêves n'avaient ni couleur ni forme, seulement la perfection éclatante du silence et la discrétion de la mort cultivée. Le temps paraissait suspendu, chaque minute s'étirait comme une étoffe, la ville retenait son souffle, guettant le coup dont la trace viendrait s'ajouter à la litanie de meurtres. Les veilleuses se faisaient plus rares, les volets plus fermés, les allées plus désertes. Pourtant, même les plus prudents devaient sortir parfois. Un cri, une urgence, un travail, et la brume les engloutissait, avalait leurs pas, effaçait leurs traces lorsque, d'un coup, tout redevenait muet. Dans les tavernes, les serveuses sifflaient des chansons âpres, pour bousculer cette terreur amère. On y servait des pintes épaisses à ceux qui n'osaient rentrer, on pourchassait le sommeil que nul ne trouvait. Parfois, les très fatigués riaient trop fort, cachaient la peur sous le masque d'un humour de faubourg. Mais il suffisait d'un soupir, d'une porte qui claque, pour que tous se taisent et guettent, frémissant, le moindre écho sur le trottoir. Pourtant, même là, dans le cœur battant d'une salle obscure, Whitechapel réinventait une sorte de chaleur, un peu de vie, une étincelle de réconfort que la brume ne prenait pas. Les croyantes priaient au creux de leur tablier, les hommes s'enivraient de paroles vaines. Mais tous, en leur âme,
savaient que la nuit ne leur appartenait plus. Ils étaient des naufragés de l'obscurité, flottant sur ce brouillard comme sur un océan dont nul ne savait la profondeur. Parfois, de jeunes garçons couraient livrer un message, portés par le défi et l'insouciance. L'un d'eux, Tommy, pleurait en silence derrière une palissade, après avoir entendu le récit d'un vieux docker, l'histoire d'une main gantée et du sourire d'acier dont on ne revenait pas. Il tremblait, mais refusait de rentrer. Il voulait voir, toucher, comprendre, comme si le mystère exerçait sur lui une fascination insidieuse, troublante, contre laquelle il ne pouvait lutter. Le tueur, lui, poursuivait sa route. Les rues, pour lui, étaient familières, bien plus que tous ses visages pressés et ses mains vacillantes. La brume de Londres venait à peine de s'élever du pavé, une brise humide chargeait l'air d'une odeur âcre et froide, semblable à la peur, lorsque la première disparue fut signalée. On la nommait Marie-Anne Nichols. La veille encore, on l'avait vue déambuler péniblement, cherchant quelque maigre réconfort dans la chaleur d'un Tavre éphémère, ses pas claquant entre les carreaux gris de Buckess Row. Mais ce matin-là, il ne restait d'elle ni voix, ni trace, seulement un vide opaque et lourd sous les becs de gaz. Ce n'était pas la première fois qu'une femme manquait à l'appel dans l'East End, mais quelque chose, cette fois, retint le souffle de ceux qui la prirent. Partout, la rumeur s'étendit, implacable et vénéneuse, à peine contenue dans les chuchotements qui serpentaient d'allée en allée. Dans les tavernes, près des poignées de portes dansantes sous la lueur jaune, on murmurait « C'est Jacques, il revient ». À peine ce nom posé sur les lèvres, un frisson coulait dans les colonnes vertébrales, s'égarait jusqu'au cœur des plus braves. Car le simple prénom, l'anodin Jacques, portait derrière lui une traînée de sang, un parfum d'ombre impossible à dissiper à la lumière crue du matin. La police avait été alertée à l'aube, sous la pluie fine. 2 constables aux bottes salfouillèrent les ruelles, mais rien n'apparut, sauf l'absence elle-même, épaisse et totale. Marie-Anne, connue des marchands de misère du quartier pour sa voix brisée et son fichu rapiécé, n'était nulle part. Les inspecteurs consultèrent les listes des refuges, questionnèrent les portiers, interpellèrent les silhouettes titubantes à la sortie des auberges. Tous haussèrent les épaules. Elle aurait pu partir, se perdre, mourir d'une maladie ancienne. Mais ce que personne n'osait dire, on le lisait pourtant dans leur regard. On ne part pas la nuit, pas à pied, sans crier, sans revenir jamais dans Whitechapel. Sauf si le mal fait route avec vous. Il fallut peu de jours avant que d'autres noms s'ajoutent à la liste. Annie Chapman fut, elle aussi, engloutie par la nuit, sans que l'on sache si elle y cherchait vie ou sommeil. Sa disparition ne fut même pas signalée tout de suite. Personne, au fond, ne nota son absence, sinon les quelques compagnes d'infortune qui partageaient parfois son banc au refuge. Son nom se répandit, aussi discret que le craquer d'une allumette dans le noir. On commença à guetter dans le brouillard, à regarder par-dessus l'épaule, même à la lumière crue du marché où les cris des vendeurs rebondissaient contre les murs. Le quartier s'éveillait d'un mauvais rêve, mais ne parvenait pas à en sortir. Les policiers, quant à eux, affichaient sur leur visage la lassitude d'une tâche sans espoir. Ce n'était pas faute d'essayer. Les rondes se faisaient plus denses la nuit, surtout là où la brume voilait l'œil du passant, camouflant les secrets de la ville. Les enquêteurs questionnaient, notaient, promettaient, mais à chaque nouvelle journée, la liste s'égrenait, une prière sans fin ni consolation. Les habitants comprenaient leur impuissance, et cette reconnaissance lente et glacée s'insinuait dans les murs, tremblait dans les lampes à pétrole lorsque le soir tombait. Le nom de Jacques devint un fantôme, flottant à la surface de chaque conversation. Les enfants le reprenaient à mi-voix, le faisaient courir entre les pavés, se l'appropriaient comme une vieille comptine interdite. « Il vient, Jacques va venir te chercher ». On disait que ce n'était qu'une façon de s'effrayer. Pourtant, dans la chambre sombre des adultes, ce chant prenait une autre saveur, celle du pressentiment et de la terreur polie, silencieuse, que l'on partage, dos tourné à la porte de peur de la voir s'ouvrir. La nuit tombait plus vite depuis les disparitions,
semblait-il. Les femmes, surtout, se pressaient d'atteindre le refuge dès la première pénombre. Les rues, pourtant, ne sont jamais vides à Londres. Il y a toujours, même sous la lune, un fiacre qui passe, un miséreux recroquevillé, un chat sur une gouttière. Mais ces nuits-là, la ville devenait soudain sourde, absorbait les pas, retenait les cris. Le souffle de l'East End paraissait suspendu, guettant le moindre soupir dans l'air froid, le bruit feutré d'un pas isolé. Le commissariat, entre ses murs opaques, bruissait de questions sans réponse. On classait les signalements, on répertoriait les objets abandonnés. Un mouchou sale, une épingle à cheveux, un soulier dépareillé qu'on retrouvait dans une flaque d'eau sale. Ces indices formaient une mosaïque sans sens, un puzzle dont les contours se dissolvaient dans le brouillard. On les disposait sur la grande table du poste, chacun s'efforçant d'y voir une histoire, un fil d'Ariane. Mais chaque pièce, au lieu de s'unir, semblait fuir l'autre, refusait de livrer clé ou secret. Il n'y avait rien à reconstruire, seulement la disparition, le vide à combler. Un soir, alors que le fleuve exhalait l'odeur ferrugineuse d'un automne humide, une autre femme fut portée disparue. Catherine Edow, prénom entonné comme une lointaine chanson dans les bouches inquiètes. Sa chambre fouillée, ses maigres effets rassemblés, son image rapidement esquissée sur un carnet de police. Tout eut l'air dérisoire face au poids de son absence. À chaque nouvelle disparition, l'espoir semblait resserrer sa ceinture, tirer sur les cordes jusqu'au point de rupture. Puis rien, seulement cette impression lancinante d'être traqué, surveillé par un œil invisible qui, la nuit, se riant des lois et des lampes, parcourait les rues en toute liberté. C'est autour des puits et des bassins, dans l'épaisseur crayeuse des souterrains, sur les marches livides des hospices, que la rumeur avait son nid. Les femmes murmurèrent plus bas, s'appelèrent entre elles, se tinrent compagnie à l'approche des ténèbres. Une solidarité muette les unissait, celle des proies face aux prédateurs insaisissables. Elles racontaient les petites frayeurs du quotidien, la main lourde d'un client trop zélé, le froid qui les mordait sous les jupes. Mais sous ces histoires, sourdait la peur, pure, limpide, que l'on soit la prochaine à ne pas rentrer. On comptait les visages chaque matin, écoutait les pas familiers dans la nuit, apprenait à reconnaître l'absence d'un souffle au détour d'un mur. La ville, elle aussi, semblait blafarde, altérée, comme si une main invisible en arrachait les couleurs, n'y laissant qu'une pâleur maladive. Les affiches de recherche se collaient sur les palissades noircies, bientôt gondolées par la pluie. Les yeux des disparus, d'un gris pâle, s'affichaient sur ces rectangles de papier, veillant, témoins discrets de leur propre effacement. On passait devant, on évitait d'y poser le regard, chacun redoutant d'y reconnaître un visage révolu. Dans certains foyers, les familles priaient, cachaient dans les replis de leurs draps des amulettes et des images de saints. D'autres tentaient de chasser la peur par des récits plus absurdes encore. On chuchotait que Jacques n'était pas un homme, mais l'ombre même de la ville, une haine incarnée, un esprit de la brume. Dans les soupers pris à la hâte, on évitait le sujet, mais toujours, vers la fin du repas, il revenait, voilé de crainte et d'angoisse qu'aucun thé ni brandy ne parvenait à dissoudre. Les enfants, eux, grandissaient dans la certitude que Londres était un monstre à plusieurs têtes, qu'il fallait éviter de courir dans le noir, qu'il valait mieux ne pas parler aux étrangers, même s'ils souriaient. Certains chantaient, en boucle, la même comptine « Jacques, Jacques, cache-toi, la nuit tombe sur toi ». Les plus malins prétendaient avoir vu une silhouette rôder, une capeline noire flotter entre les lampadaires. Les mamans leur répondaient que ce n'était rien, mais leurs mains se crispaient sur les jupes des petits, et leur voix trahissait la terreur contenue. Au fil des soirs, la tension se fit telle que même les chiens, dressés à rôder sans laisse, hésitaient en aboyant face à l'ombre. Les troquets se vidaient plus tôt, les querelles éclataient pour des riens. Même les voleurs, réputés pour leur témérité, regagnaient leur lit plus tôt, baissaient le ton de peur d'attirer à eux une attention malsaine. La presse locale s'empara de la nouvelle. Dans les rédactions enfumées, les journalistes alignèrent manchettes et récits, inventèrent des profils,
posèrent des questions. Les colonnes grossissaient d'articles où chaque disparition devenait un mystère insoluble, un nouvel épisode d'une sinistre litanie. Mais plus la presse tentait de circonscrire le mal, plus il leur échappait, rebondissant d'une rumeur à l'autre, se faufilant dans les interstices du réel. Le commissaire, homme sec à la barbe taillée et au regard usé, gardait le silence devant ces hommes. Il savait bien mieux que quiconque que la vie les dépassait, que la peur, une fois enracinée, ne se chasse ni par la logique ni par la force. Il tentait de rassurer, de multiplier les patrouilles, de distribuer les tâches. Mais la tension éclatait parfois en crise de colère sèche, contre les murs, contre les suspects du jour, contre l'injustice aveugle à laquelle ils se heurtaient. Aucun fil, aucun indice ne les menait à Jacques. Seulement cette conviction effroyable. Il rôdait, à portée de main et de regard, tapi dans les recoins où la lumière ne s'attarde jamais. Il y eut encore d'autres disparus, dont on retrouvait, après des heures ou des jours, les restes dans quelques recoins oubliés, le long d'un mur, dans la boue, derrière une porte dérobée. Chaque découverte ajoutait à la peur, à la certitude d'être impuissant. Les corps, en lisière du monde, racontaient sans voix la violence d'une main invisible. La brume poisseuse de Whitechapel semblait, ce soir, plus épaisse encore. Elle collait au pavé, s'accrochait aux lanternes, étouffait jusqu'au moindre pas des rares âmes qui osaient défier la nuit. Dans cet air figé qu'on ose respirer à plein poumon, même la rumeur du crime se faisait plus muette, honteuse de guetter tant de fenêtres closes, supposée protectrice. Et pourtant, bien au chaud dans les salles de rédaction du Star et de L Evening News, les rédacteurs, les mains tachées d'encre, tremblaient eux aussi, car la nuit venait de déposer à leur porte une énigme dont les contours s'étiraient comme la brume elle-même, s'infiltrant dans l'esprit jusqu'au malaise. C'était la typique nuit de novembre, quand l'humidité ranime les souvenirs de tous les crimes passés, ravive les non-dits dans les recoins de l'âme. Le jeune messager, harassé, laissait devant chaque journal une enveloppe tachée d'humidité, l'écriture nerveuse oscillant entre la menace et la confidence. À l'intérieur, un feuillet gribouillé, au style baroque, parfois orné d'un dessin maladroit. La signature Jacques l'Éventreur, une main maculée de détermination, d'ironie peut-être. La salle du Star s'emplit d'une tension feutrée dès qu'on prononça ce nom. On appela le rédacteur en chef à voix basse, comme si une oreille invisible traînait déjà tout près. Tout le monde savait, ou croyait savoir, à quel courrier ce nom se rattachait. Mais la question qui pendait dans l'air, épaisse comme la brume derrière la vitre, devint vite insupportable. Ces lettres étaient-elles rédigées par celui qui glissait, chaque nuit, son couteau sous la lune blême, ou n'était-elle que l'œuvre d'un imitateur, d'un fou banalisé par les journaux en mal de sensationnel, un sanglot de rumeur, un écho pervers dans la gorge d'une ville terrorisée? La dernière lettre, celle qui maintenant passait de main en main, paraissait différente. Son encre, d'un rouge trop sombre, n'avait pas tout à fait séché. Quelques gouttes tombaient encore, effleurant à peine la marge déchiquetée, comme si elle avait été écrite à la hâte, à même la scène d'un crime. Mais ce qui glaçait, plus que la coloration douteuse, ce n'étaient pas tant les mots eux-mêmes que leur musique sourde, sinistre. Chaque phrase semblait froncer les sourcils, souffler une menace aux commissures de la bouche. Elle commençait simplement, presque poliment. « Chers messieurs, encore une nuit et de nouveaux secrets. Croyez-vous donc que la police m'arrêtera, qu'ils découvriront la vérité alors qu'ils n'ont que le nez contre la brume? Vous cherchez un monstre, vous inventez des ombres. Mais l'ombre, suis-je en elle ou elle en moi ?» Le sous-rédacteur jeta un regard vers ses collègues, et dans cet échange muet courait la même question. Et si c'était vraiment lui? Et si la main qui avait écrit ce mot fébrile n'était celle ni d'un fou, ni d'un malin, mais d'un chasseur régnant sur la nuit mieux encore que sur le papier? La suite de la lettre continuait, alternant entre fanfaronnades et confidences serrées. Je vous préviens, prochains actes cette semaine. Un indice repose près du 3e lampadaire de Hanbury Street, là où l'ombre du portail touche la pierre.
Les passants ne verront rien, mais vous, si vous guettez, vous comprendrez. Je n'écris pas pour jouer. Regardez et tremblez. Jack Eliventure. Cette phrase, regardez et tremblez, fut murmurée, répétée tout bas, comme une prière à l'envers. Plusieurs journalistes, la peau froide malgré la chaleur du poêle, convenaient en silence qu'il fallait transmettre cette lettre à la police. Mais déjà certains esprits, piqués par la convoitise, s'agitaient. Et si la clé de l'énigme venait ainsi frapper à leur porte? Et si, grâce à ces quelques mots, ils pouvaient percer enfin le voile du monstre de Whitechapel? La question les hantait, rendait la nuit soudain plus dangereuse, plus palpitante. À l'aube, les forces de police recevaient la missive. L'inspecteur Aberline, cerné de fatigue, la lut à voix haute devant ses hommes réunis dans une petite pièce froide. Il mastiquait chaque mot, cherchant la faille. Était-ce l'orgueil qui trahissait le coupable, ou bien une manœuvre pour égarer? La consigne tomba, sèche mais hésitante. Inspecter Ambury Street, 3e lampadaire, vérifier la moindre fissure, la plus petite tache sur la pierre. Mais déjà, la foule, prévenue par quelques commis indiscrets, se pressait sur les lieux, chaque curieux espérant découvrir l'indice, le secret, l'écho du crime. Ambury Street, d'ordinaire repère d'ombre et de pauvreté, fut ce matin-là envahi. Les bottines s'écrasaient dans la boue, les yeux fouillaient la pénombre comme on fouille un poème pour y trouver un sens, un message secret. Pourtant, on ne découvrit rien, du moins rien d'évident. Sous la lumière blafarde de novembre, chaque fissure du pavé semblait promettre une révélation, puis retomber dans le silence. Les murmures tournaient, s'enroulaient autour du lampadaire. La lettre était-elle donc un leurre, une farce cruelle? Ou fallait-il lire plus finement le message, comprendre le non-dit, le geste invisible? Ce n'est que l'après-midi, quand la foule se dissipa, que l'inspecteur Abbott, jeune recrue distraitement zélé, glissa les doigts dans la trame rugueuse du mur proche. Là, derrière une pierre branlante, ses doigts saisirent un petit rectangle de toile grossière. Il le tira, hésitant à respirer, craignant d'avoir déterré un autre signe du diable. Sur l'envers de la toile, une tache de sang séché, à peine visible, et 3 initiales majuscules, gravées au canif ECW. Ce sigle, mystérieux, fut montré à Aberline, qui déplaça sa pipe, fronça les sourcils. ECW? Nom, lieu, zode. Pendant que les enquêteurs spéculaient, les journalistes inventoriaient déjà des listes de suspects dont les initiales colleraient pour mieux vendre la prochaine édition. Et dans le vacarme discret des bureaux, l'énigme, loin de s'éclaircir, se levait plus profondément encore dans l'épaisseur mouvante de la terreur urbaine. La presse, ce soir-là, publia la lettre dans son intégralité. On fit courir la rumeur sur la toile sanglante, sur les initiales, sur le lampadaire. Dans les pubs, le long des quais, chaque client, chaque balayeuse commentait le message, proposant 1000 traductions. Certains jubilaient, d'autres s'abîmaient dans un mutisme inquiet. Le nom de Jacques l'Éventreur, devenu incantation funèbre, courait sous les voûtes comme le vent d'hiver. Dans un quartier calme, un homme d'âge mûr, la mine basse mais l'esprit en ébullition, relut la lettre en silence. Il s'appelait Samuel Relich, reporter Old Star, et n'était pas homme à s'abandonner aux superstitions. Pourtant, à la lecture de ces phrases torsadées, quelque chose en lui vibrait, une alarme secrète, difficile à formuler. Samuel se prit à douter. Et si, dans cette missive, chaque mot n'était pas seulement un indice, mais une étiquette trompeuse, un leurre planté délibérément pour embrouiller la piste? Et si, derrière la brume des lettres, se terrait une logique aussi glacée et perverse que le geste du tueur lui-même? En fouillant ses notes, Samuel repéra la mention d'un établissement désaffecté, East Central Workhouse, un ancien hospice portant les mêmes initiales E. CW. Une intuition folle prit racine. Et si ce message, cousu d'ombre, indiquait l'endroit où devait se produire le prochain drame? Ou bien,
Tout simplement, avait-on affaire à un plaisantin, à un auteur de mauvais romans? Tiraillé, Samuel emmitoufla son écharpe et sortit. Les rues, à cette heure, exsudaient une odeur de suif, de pluie gelée et de peur. Près de l'ancien hospice, il ne vit qu'une poignée de silhouettes appuyées à la balustrade, des vieillards égarés, quelques enfants effarés collés à leurs manteaux rapiécés. Rien ne paraissait remuer, rien que le vent dans les feuilles moisies. Pourtant, jusque dans la peau de ses épaules, Samuel sentait une présence, un regard qui glissait, patient et calculateur. À l'intérieur, la bâtisse sentait la pierre morte, le plâtre délité, le linge pourrissant. Dans la pénombre, des fragments de mots, de pleurs anciens, semblaient flotter. Samuel avança à tâtons, son carnet serré comme un talisman. Les couloirs, éventrés par la moisissure, amplifiaient ses propres pas. Rien, sinon le pressentiment trouble d'un guet-apens. Retournant bredouille à la rédaction, Samuel sentit toutefois s'installer en lui une certitude insidieuse. Quelqu'un tirait les ficelles, se jouant de la ville, poussant chacun à s'écarter de la vérité. Que la lettre ait été sincère ou moqueuse, l'auteur jouait à un jeu dangereux. Il frôlait l'abîme et y invitait tous ceux qui tentaient de le suivre. Chez Scotland Yard, c'était le même vertige. Plusieurs inspecteurs se disputaient sur la marche à suivre. Faut-il croire à la lettre? Faut-il publier ses messages ou, au contraire, étouffer ses provocations au risque d'alimenter la folie ambiante? On monta la garde à Ambury Street, on fouilla l'hospice du sol au grenier. Rien. Et pourtant, dans les nuits suivantes, d'autres enveloppes, d'autres indices infâmes, ne tardèrent pas à poindre, toujours plus sibyllins, toujours plus tordus. L'un d'eux, à peine une semaine plus tard, fut rédigé sur un papier blanc nacré, orné d'un symbole en forme de lune entaillée. La nuit tombait avec lenteur sur le vieux quartier, comme une soie sombre et lourde ourlée d'un fil d'argent blême. On eût dit que l'obscurité possédait ici un poids particulier, chargé de secrets et de souvenirs, avalant le moindre bruit, dispersant l'écho discret des pas sur les pavés usés. L'air, tremblant, hésitait à porter la moindre rumeur. Les enseignes en fer forgé tintaient mollement à contrevent, balançant d'avant en arrière dans le souffle faiblissant de la brise nocturne. C'était une heure suspendue, ce moment indécis où la ville hésite entre le sommeil des justes et l'agitation des insomniaques. Dans ce flou léger, les lanternes s'allumaient une à une. Certaines vacillaient d'un éclat hésitant, comme si la flamme elle-même doutait de devoir percer l'épaisseur du noir autour d'elle. D'autres s'allumaient brusquement, d'une lumière franche, mais fatiguée. À chaque coin de rue, une lanterne peinait à accrocher la pénombre, projetant sur les façades mouillées des ombres allongées, démesurées, qui semblaient danser dans un bal secret. Les pavés déformés par les années transformaient l'éclat en 1000 reflets dorés, qui rampaient entre les herbes folles des bordures, glissant sur les gouttières et les marches abîmées. Dans ce tableau presque silencieux, la présence des passants n'était qu'un murmure. Une silhouette pressée traversait la ruelle, le visage emmitouflé, les pas furtifs. Des voix basses, parfois, traversaient l'épaisseur nocturne, une confidence, un soupir ou le timbre cassé d'un rire nerveux. Dans ces moments-là, tous semblaient d'accord pour éviter de fixer du regard les coins les plus sombres, le seuil des porches derrière les lanternes tremblantes. Quelque chose, partout, instillait la prudence aux âmes errantes de la nuit. On racontait, à voix basse, qu'il existait un homme que personne ne connaissait vraiment. Certains inventaient un passé oublié, d'autres l'imaginaient apparu du néant, tel un rêve qui refuse de s'éteindre au lever du jour. Cet homme aux traits incertains, presque effacé, n'était aperçu que dans la torpeur nocturne. C'était comme un bruit de fond silencieux, une présence à l'orée de la vision, une tache mouvante jamais réellement vue de face. Chacun se plaisait à rendre son récit plus étrange que la veille, mais tous s'accordaient sur un point. L'homme semblait incapable de laisser la moindre trace tangible de son passage. Pas même dans la brume de sa respiration, nulle part, le froid l'accompagnait, fidèle comme un chien gris,
et avec lui, le silence s'étirait, s'allongeait, jusqu'à étrangler tout autre son. Les habitants du quartier avaient fini par donner à cette silhouette un nom qu'ils prononçaient du bout des lèvres, comme un avertissement ou un secret mal gardé. Parfois, le soir, lorsque la lumière recule et que les certitudes du jour s'étiolent, on racontait avoir croisé son ombre. Il marchait sans bruit, juste à la limite du halo des lanternes, son visage noyé dans la capuche d'un manteau noirci de poussière et d'humidité. Les quelques rares qui avaient essayé de le suivre racontaient autrement la nuit, troublés par la froideur venue d'ailleurs, le silence qui collait à leurs épaules, l'impression dévorante d'être observés à leur tour. Sous la lumière tremblotante des lanternes, la ruelle paraissait engourdie, presque attentive. Les vieilles pierres retenaient leur souffle, les volets clos offraient la façade aveugle de maisons endormies. Parfois un chat, nerveux, sautait d'un muret, filant comme une flèche dans une fente de porte. Le claquement sec d'une serrure, le bruit sourd du bois heurtant le chambranle, tout cela résonnait trop fort, comme une profanation dans la nuit feutrée. Ce soir-là, un très léger brouillard flottait au niveau du sol, serpentant paresseusement entre les parterres de mauvaises herbes. Les lanternes peinaient à percer ce voile, et certains quartiers semblaient plongés dans une obscurité plus profonde encore. Si l'on s'arrêtait, immobile, attentif, on sentait battre le cœur de la ville, lent et régulier, indifférent au drame des hommes. Un vieil homme au chapeau feutré remontait la ruelle, les doigts crispés sur la poignée de son sac. Son pas était prudent. Il lançait des regards timides aux reflets pâles des fenêtres, s'effrayant du moindre mouvement. À chaque coin, il semblait hésiter, se croire suivi, devinant derrière lui la présence familière du froid, du silence. Il s'arrêta sous une lanterne, observant une lueur vacillante qui trembla à son approche. L'ampoule faillit s'éteindre, puis revint à la vie, lançant sur la chaussée une ombre immense. L'homme eut un frisson, puis reprit sa marche, pressant le pas, l'œil inquiet. De nombreuses histoires circulaient à propos de ce froid surnaturel qui paraissait envelopper la silhouette inconnue. On disait que la buée ne s'accrochait pas à ses lèvres, que les chiens ne l'aboyaient jamais, que même les chats oubliaient de hérisser le poil. Il avançait le long des murs, invisible pour qui ne savait pas regarder, passant sous les lanternes sans qu'aucune ne parvienne à lui frotter un éclat sur le visage. On racontait que les passants, s'ils s'arrêtaient net en pleine ruelle, ressentaient soudain une main de givre leur agripper la nuque. Le cœur battait plus vite, l'œil cherchait une issue vers la lumière suivante, mais la lanterne tremblante paraissait alors si loin. C'est une jeune femme du nom de Margot qui, un soir d'insomnie, eut le courage de regarder vraiment. L'appel des lanternes, elle l'entendait souvent dans le secret de ses pensées. Depuis la fenêtre mansardée de sa chambre, elle contemplait les jeux de lumière sur le pavé, inventant des histoires pour chaque silhouette croisée là-bas, en bas, loin des draps tièdes et des taches d'encre de ses cahiers. Cette nuit-là, son regard fut happé par une zone plus sombre, un fragment de brouillard qui semblait avaler la clarté des lanternes. Elle s'enroula dans son châle, ouvrit la fenêtre en silence et observa la rue comme une intruse. Le souffle froid de la nuit lui caressa le visage, glissa dans ses cheveux. Lorsqu'elle aperçut la silhouette, elle comprit combien les rumeurs, si exagérées qu'elles étaient, disaient parfois vrai. L'homme avançait avec lenteur, l'allure certaine mais détachée, les épaules légèrement recourbées sous la cape noire. Aucun détail de son visage ne se détachait. La lumière, en l'effleurant, s'éteignait presque, absorbé par la silhouette. Il avait la démarche de quelqu'un de fatigué, ou bien de quelqu'un qui n'espérait plus rien, mais le pas sûr de celui qui connaît tous les secrets des lieux endormis. Margot sentit, sans comprendre pourquoi, que le silence qui l'accompagnait n'était pas un silence ordinaire. Autour de l'inconnu, la nuit paraissait plus dense, plus attentive aussi. Le vent, ce fauteur de troubles, semblait tourner à l'écart, filant plus haut, refusant d'effleurer le manteau noir. Les feuilles mortes qui s'amassaient dans les caniveaux ne frémissaient pas, les ombres s'écartaient devant lui, dociles comme des enfants timides. Au loin, sous l'arche d'une vieille porte, un chien leva la tête, pointa les oreilles,
hésita, puis se détourna, rentrant la queue entre les pattes. Margot sentit une crampe dans la main qui tenait la clenche de la fenêtre, mais n'osa pas bouger. Un battement sourd, profond, semblait pulser dans l'air, chargé de prémonition. L'homme traversa la rue d'un pas régulier, s'arrêtant sous une vieille lanterne au verre fendu. La lumière, là encore, s'affaiblit brusquement. Il leva les yeux vers la fenêtre de Margot, ou peut-être vers la nuit elle-même, puis détourna le regard, reprenant sa marche de songe. Quand il disparut au coin de la ruelle, le silence redevint moins lourd, le vent put enfin courir dans l'espace abandonné, bousculant quelques papiers envolés. Margot ferma la fenêtre d'un geste précipité. Dans le tain du carreau, elle aperçut son propre reflet, pâle, les yeux sombres et agrandis. Elle savait maintenant que les conteurs anonymes du quartier n'avaient pas tout inventé. Quelque chose de vrai errait la nuit, plus ancien, plus triste, ou simplement indifférent au monde des vivants. Le lendemain, chaque recoin portait l'empreinte du passage nocturne du silence. Les hommes au marché évitaient de parler de la brume, les enfants baissaient la voix lorsqu'ils jouaient près des bancs désertés. La ville, tout entière, semblait attendre un événement, quelque chose qui justifierait enfin l'inquiétude rampante dans les cœurs. Mais rien ne venait, et la nuit suivante recommençait son an théâtral, habillée à neuf de ses ombres muettes et de ses lanternes qui tremblent. À mesure que les jours passaient, les histoires se multipliaient, chacune plus effrayante que la précédente. Un livreur jura que l'inconnu était entré dans une maison vide et n'en était jamais ressorti. Une veilleuse raconta, la voix chevrotante, avoir entendu la poignée de sa porte tourner dans la nuit, mais n'avoir trouvé personne, seulement la poignée glacée comme l'acier. D'autres, plus paisibles, disaient avoir senti une grande paix, une sorte d'absence, comme si le bruit du monde s'était dissous pour quelques heures, leur livrant le réconfort rare de la solitude profonde et du calme parfait. Parfois, la silhouette était devinée par la seule trace de givre sur une marche, ou dans le souffle blanc qui suivait longuement les pas d'un passant. Les chats se réfugiaient tous au même endroit. Les chiens cessaient de remuer la queue. Les réverbères s'inclinaient, penchés comme s'ils veillaient à distance sur la progression de l'ombre. Ceux qui, par mégarde, croisaient la route de l'homme aux traits effacés dans le carré mouvant de lumière d'une lanterne, se sentaient différents dès lors, le regard un peu plus sombre, la voix plus profonde encore, comme si un PN de nuit s'était glissé dans leur âme. La pluie s'abattait sur Londres comme une litanie de gouttes grises, qui coulaient sur les pavés polis et les façades usées, enveloppant la ville dans une étreinte lustrale et froide. C'était l'heure suspendue qui précède l'aube, celle où les rares lanternes, hésitant au bout de leur potence, éclairaient davantage la brume lourde que les ruelles elles-mêmes. La ville respirait lentement, ensommeillée encore, ses artères étouffées par la peur. Une rumeur de malheur s'était immiscée dans chaque soupir, chaque craquement du bois, chaque reflet dans l'eau stagnante des caniveaux. Le quartier de Whitechapel semblait avoir rétréci, replié dans la terreur, battant au rythme d'un cœur malade. Les fenêtres restaient closes, les rideaux tirés, mais aucune barrière ne parvenait à étouffer la crainte sourde qui s'infiltrait. Les rumeurs, enflées par les murmures discrets et les regards par-dessus l'épaule, glissaient de bouche en bouche, et même les plus incrédules tremblaient en silence, rongés par la certitude que quelque chose d'invisible rôdait sous leur toit, quelque chose d'indomptable, de troublant, dont on ne savait plus s'il venait de la nuit ou d'un cauchemar collectif. Jacques, lui, se faufilait entre les ruelles. Il ne marchait pas, il glissait, drapé dans son manteau devenu cape funéraire, le bord du chapeau rabattu si bas qu'il masquait presque tout son visage. Ceux qui le voyaient, et il s'arrangeait pour que seulement certains le voient, ne savaient jamais s'ils avaient croisé un homme ou une ombre. Il avait appris à vivre dans l'interstice. La lumière et la pénombre jouaient pour lui au jeu de la marionnette parfaite. Sous ses pieds, les pas ne résonnaient pas. Une discipline, une grâce acquise de longues années. Son passage laissait aux pierres une humidité mordorée, comme une caresse gelée. Ce soir-là, Jacques n'était plus seulement un homme, ni même un tueur. Il avait été promu haut par la peur,
par la terreur qu'il inspirait au rang de spectre. « Il est partout, il voit tout », disaient certains, convaincus qu'il pouvait surgir de nulle part. D'autres prétendaient que son ombre, même quand il n'était pas là, se déployait dans les angles des chambres et serpentait le long des corridors, glissant sur le plancher usé jusqu'à s'enrouler autour des songes vulnérables. Il s'en amusait parfois. Le jeu, c'était tout, la danse effrénée entre la lumière et l'obscurité, entre le presque vu et l'invisible, entre la vérité et la légende. Ce soir-là, il s'était glissé dans une cour intérieure close, là où le silence était si dense qu'on aurait pu le découper au couteau. Du bout des doigts, il caressait la surface froide du mur, sentant les aspérités, la légèreté du lichen, la petitesse écrasée d'une feuille morte. Un chat, silhouette assombrie, fila entre ses jambes sans bruit. Jacques s'arrêta, sourit. Les crimes, il les composait comme des tableaux, comme des actes d'un drame qu'il était le seul à pouvoir lire. Rien n'était laissé au hasard. Chaque détail, chaque entaille, chaque silence, chaque lueur fugitive, tout participait à la mise en scène. On aurait dit, dans les heures bleues qui suivaient, qu'un rideau invisible s'était levé pour révéler le décor d'un théâtre lugubre, où aucun acteur ne pouvait rejoindre la scène sans trébucher sur le sang et la stupeur. Et la ville tout entière était forcée d'assister à la pièce. L'épicier posait la main sur sa poitrine en entendant les cris lointains. La couturière sursautait quand une aiguille tombait sur le plancher. Les enfants oubliaient leur insouciance et se cramponnaient au bas de la jupe maternelle. La police, dépassée par la chronicité des crimes, ne pouvait que courir derrière les ombres. Chaque matin, les visages creusés par la fatigue, les agents se retrouvaient devant les marques. Le sang, les traces de pas, le murmure rauque d'une peur jamais assouvie. Mais Jacques, lui, était déjà ailleurs, invisible, intangible, l'auteur secret de tout ce chaos froidement organisé. Lorsqu'il pénétrait dans une maison, il n'était plus un intrus. Il devenait une absence. Il se fondait dans un vide qui s'élargissait à son contact. Le couloir était alors plus long, la chambre plus noire, le souffle plus court. Ceux qui survivaient parfois à son passage, égarés et hagards, parlent tous de la même façon. Ils n'ont rien vu mais ont tout senti. Une ombre, un courant d'air glacial, la certitude viscérale que le mal avait traversé la pièce. On aurait pu croire à un mauvais esprit, à une vieille fable pour effrayer les enfants, mais la police retrouvait bien des traces, du sang, des couteaux oubliés, des objets déplacés avec soin, des murs griffés par la peur elle-même. Il n'y avait pas de hasard. La peur, Jacques la sculptait, la nouait selon son humeur. Il savait quand s'arrêter, quand laisser un indice, une énigme. Un chuchotement, une lettre, une trace qui ne menait à rien. L'inspecteur à Berlin, infatigable, croyait parfois tenir la clé. Celle qu'il croyait la bonne se révélait toujours fausse. Ou plutôt, elle ouvrait une porte vers un nouveau labyrinthe, taillé à la mesure de Jacques. Une pièce de théâtre, oui, mais sans épilogue. Dans les songes des Londoniens, la peur murmurait. Ils rêvaient de corridors sans fond, de visages dissimulés sous des masques lisses, d'escaliers couverts de sang. Un soir, la vieille Edna se réveilla soudain, hurlant qu'elle avait vu une ombre ramper sur les murs et s'effondrer dans sa cheminée, laissant derrière elle une traînée de suie. Au matin, on trouva la cheminée intacte, mais la vieille ne dormit plus jamais comme avant. Elle passait ses nuits à tracer des croix sur les portes, à fermer et rouvrir les verrous, tandis que dehors, la pluie continuait de tomber, fidèle compagne du jeu des ombres. Les enfants, dans leurs soupirs endormis, voyaient des bras se tendre et des regards torves percer les fissures des murs. Ils inventaient des comptines tordues pour tenir la peur à distance. Mais chaque nuit, la rivière silencieuse de l'angoisse revenait, s'infiltrant par la moindre ouverture, et les rêves se transformaient en labyrinthes obsédants. Les ombres dansaient sur les plafonds, jouant à saute-mouton entre les meubles, et rien, pas même la lumière fragile d'une bougie, ne semblait pouvoir les disperser. Jacques, tapi dans une mansarde oubliée, écoutait les bruits de la nuit. Il savait que chaque geste avait sa répercussion. Un tison froissé dans l'âtre,
un carreau brisé par un coup de vent, une porte qui grince. Tous ces bruits devenaient, dans l'imaginaire collectif, des fragments de sa présence. Les habitants voyaient son ombre partout et nulle part, prêtant à ses actes des dimensions surnaturelles. Il n'était plus seulement un assassin. Il était la fable que l'on chuchote, l'épouvantail dressé au bout du lit, le diable tissé dans la tapisserie humide de la ville. Son dernier acte, Jacques l'avait ourdi avec une patience perverse. Il avait repéré la maison, une bicoque penchée, nichée derrière un mur envahi de lierre, et attendu. L'attente faisait partie du jeu. Il observait, invisible, les habitudes de ses proies, leurs allées et venues, la fragilité de leurs gestes quotidiens. Une veuve habitait là, son fils parti à la guerre, ne sachant plus si elle devait craindre les hommes ou les spectres. Chaque soir, elle fermait soigneusement la porte à double tour, verrouillait chaque fenêtre et récitait une prière, indécise entre superstition et résignation. Jacques la laissait vivre dans cette illusion de sécurité, sachant que la peur, distillée goutte à goutte, est plus puissante qu'une panique brutale. Lorsque le moment vint, il entra comme une pensée noire, s'insinuant dans la maison comme on s'installe dans un rêve. Il effleura les objets, la théière cabossée, le livre ouvert sur la table de nuit, le foulard glissé à moitié sous le coussin, sans rien déplacer, mais laissant partout son empreinte invisible. La veuve, ce soir-là, sentit la fraîcheur d'un souffle sur sa nuque. Elle se retourna, lentement, certaine de trouver, dans la clarté lunaire tamisée par les rideaux, quelque chose d'inexplicable. Mais il n'y avait rien. Le matin venu, ni elle ni personne ne comprit ce qui avait changé. Pourtant, les signes étaient là, la bougie vidée de sa cire, le chat qui ne cessait de tourner autour d'un coin du tapis, et les rides nouvelles, plus marquées, sur le visage de la veuve. La peur, une peur muette et glaçante, avait trouvé asile dans la maison. La rumeur enflait. Jacques, disait-on, pouvait traverser les murs, se glisser dans les clés, respirer par les meurtrières. Aucun verrou ne lui résistait, aucune prière ne le repoussait tout à fait. Chaque nouveau crime tissait la légende, déformait le réel. Les vieux causeurs du pub, la voix rendue rauque par la Guinness, juraient sur leur vie l'avoir entrevue une nuit. « Pas un homme, non, une ombre, je vous dis », proclamait l'un. « J'ai vu ses yeux, ils brillaient comme deux perles de fiel », assurait un autre. Mais le plus souvent, il n'y avait rien à voir, rien à saisir. Le véritable génie de Jacques était de se confondre avec ce qu'on redoutait de nommer. La tension entre réalité et fiction, la morsure glacée de la possibilité même de son existence. Dans chaque foyer, les rituels prenaient de l'ampleur. On dormait avec une lame sous l'oreiller, un crucifix entre les doigts. On laissait la lumière allumée toute la nuit, malgré l'avarice. Tant pis pour la suie, tant pis pour la dépense. Les familles, les amis, même les inconnus dans la rue, échangeaient des regards inquiets, cherchant dans les traits d'autrui la moindre trace de duplicité. La pluie battait la chaussée depuis l'aube, dessinant sur le bitume des reflets indécis que les lampadaires coupaient de raies fins. L'air, saturé d'humidité, poussait les échos à se réverbérer contre les murs ruinés du vieux quartier. Les policiers du commissariat de White-Hill, dont les visages blêmes rappelaient la pâleur des murs décrépits, se retrouvaient à arpenter, pour la 12e nuit d'affilée, des ruelles que même les chats abandonnaient sitôt le crépuscule tombé. Depuis des semaines, ils poursuivaient l'ombre fugace de Jacques. Ces méfaits, aussi précis que pernicieux, laissaient à la ville une sensation d'inquiétude persistante, comme un parfum de brûlé qu'on ne parvient jamais à localiser. Le nom de Jacques courait entre les murs, flottait sur toutes les lèvres, s'infiltrait dans chaque battement d'horloge. Les affiches scotchées aux vitres, froissées par la pluie, portaient son visage, mais nul ne savait dire s'il ressemblait réellement à ce portrait. Parfois, en rentrant chez eux, certains agents croyaient même le croiser dans leur propre reflet de fenêtre. Ce soir-là, le lieutenant Morel reniflait la brume, le col relevé, les yeux furteurs. Avec lui, l'inspectrice Amal, concentrée à s'en faire mal aux jointures, scrutait entre les lanières d'obscurité,
en quête de mouvement. Tout semblait si silencieux, trop, comme si la ville retenait son souffle dans l'attente d'un silence plus lourd encore. De temps à autre, des éclairs révélaient un visage à la fenêtre, une ombre plus dense que les autres, mais rien, jamais, ne menait à Jacques. « Bon sang, Amal, tu entends ça » demanda Morel. « Rien. » « Justement, murmurait-elle, c'est ce rien qui m'inquiète. » Il s'avançait, lampe à la main, rasant les murs couverts de moisissures, évitant les flaques profondes où la lumière s'abîmait. Parmi les habitants interrogés, la peur gagnait du terrain. Personne ne voulait admettre avoir vu Jacques, mais tous rapportaient des sensations étranges. Des courants d'air glacial dans le couloir, des bruissements inexplicables à la tombée de la nuit, la sensation d'être observé sans jamais voir le guetteur. Certains, à demi-mot, parlaient de silhouettes blafardes au coin des chambres, d'un rire léger dans leur sommeil, d'un pêne de porte que personne n'avait tourné mais qu'ils retrouvaient verrouillé chaque matin. Plus loin, l'agent Neuville interrogeait une vieille femme à la voix éclatée, assise sur son tabouret en osier derrière une persienne rongée. Elle secouait la tête. « Jack ?»« Oui, je l'ai vu. Mais c'était peut-être pas lui. Ou alors la nuit elle-même. Elle vous joue des tours, monsieur l'agent. Tenez, l'autre soir, j'ai cru voir mon défunt mari me sourire depuis la ruelle. Ça vous fait sourire, hein? Eh bien, moi, j'ai pari. La nuit, ici, elle ment pas, mais elle vous fait croire à tout. » Les policiers s'étaient habitués à ces déclarations. Les esprits du quartier semblaient avoir pris le parti de Jacques. À chaque nouveau vol, chaque porte fracturée sans bruit, chaque trace de pas effacée par le vent, l'ombre du fugitif s'épaississait. Difficile de savoir si l'homme leur échappait par ruse, ou si une main invisible ne déplaçait pas le sablier des investigations pour leur faire perdre du temps. Le capitaine Maldonado, quant à lui, n'aimait pas perdre de temps. Lui non plus ne dormait plus que par intermittence, éveillé la nuit par des rêves peuplés de silhouettes sans trait. Ce soir-là, alors que la pluie s'intensifiait, il rassembla ses enquêteurs dans la salle décrépite du commissariat, accoudés à la grande table de bois, où les dossiers de Jacques prenaient déjà plus d'espace qu'ils n'en occupaient eux-mêmes. « On reprend tout, de zéro », gronda-t-il, frappant du poing. « Quelque chose nous échappe. Ce type, ou ce fantôme, il laisse des indices. Nous les ratons, c'est tout. Amal, tu pars avec Morel sur la rue du Canal. Neuville, la caserne désaffectée. Charles et Legrand, dans les caves de Montpensier. » Il ne servait à rien d'argumenter. Ils sortirent, le plan en tête et l'esprit saturés par la conviction tenace qu'ils ne faisaient que suivre la trace d'une présence qui savait s'effacer bien avant qu'ils n'arrivent. Partout, dans les angles morts, des mouvements semblaient se produire. La lampe d'Amal accrocha un instant un profil qui disparut aussitôt derrière un volet. Morel tomba sur une écharpe oubliée, accrochée à une poignée de porte, humide et froide. Ils relevèrent le moindre papier, analysèrent chaque empreinte sur le sol détrempé et, à chaque nouveau détail, se disaient qu'ils touchaient du doigt le mystère. Mais Jacques n'était nulle part. Chaque fois qu'ils croyaient tenir une piste solide, il avait déjà glissé entre leurs doigts. On aurait pu croire qu'il anticipait leurs gestes, comme s'il marchait 2 pas devant, s'arrêtait, les observait, puis reprenait sa route, leur laissant seulement un écho de sa présence. Les rumeurs, elles, se propageaient encore plus vite. On disait que Jacques connaissait les passages secrets, le vieux souterrain effondré qui traversait la place du marché, l'escalier disparu sous les pavés de la rue Saint-Hilaire. D'autres affirmaient qu'il se déplaçait dans les murs mêmes, comme un spectre, et que quand leur regard était ailleurs, il traversait la rue à la lumière des réverbères, invisible à l'œil des mortels, mais bien là, aux aguets. Certains agents, pourtant, commençaient à douter. Il suffisait de regarder leur expression après des heures de filature sans fin. Leurs questions devenaient incertaines, leurs notes s'ornaient de pointillés et de parenthèses, leurs croquis s'emplissaient de formes floues. Jacques devenait moins un homme qu'un prétexte, une énigme à remplir pour ne pas affronter la vacuité grandissante de leurs propres recherches.
Dans l'intimité des cafés, des commérages, entre deux tasses de thé fumant ou sous la lumière blafarde des néons de la supérette, les habitants racontaient à demi-voix les derniers exploits de Jacques. Pour les uns, il était devenu la légende d'un génie farceur, un Robin des Bois des temps modernes venu châtier quelques bourgeois suffisants. Pour d'autres, il était le porte-malheur, l'invité de minuit qui vous murmurait à l'oreille les pires secrets. Mais qui pouvait jurer avoir compris la vérité? La tension s'accrut encore lorsque l'on découvrit, derrière la boulangerie abandonnée, une empreinte fraîche dans la boue. Amal se pencha, le cœur battant trop fort. « Là !» soupira-t-elle, suffoque. « Regarde, ça ne peut être que lui. Ou un gosse, ou un clochard, tempéra Morel. Ne nous emballons pas. » Pourtant, ils suivirent la trace, nerveux, persuadés d'approcher Jacques. Mais la nuit les engloutit bientôt, et il ne resta rien d'autre que le clapotis de la pluie et une empreinte brouillée. Encore une fois, il s'était échappé. Certains commencèrent à entrevoir Jacques partout. La nuit, en rentrant, ils claquaient la porte derrière eux, barricadaient les volets, mais sentaient qu'une ombre les suivait et s'asseyait dans le fauteuil vide du salon. Les bruits du vieux plancher prenaient des airs de conversations étouffées. Les rideaux frémissaient d'un souffle inexistant. Même les miroirs semblaient trop réfléchissants, qui leur renvoyaient non pas leur image, mais celle de Jacques, fuyant dans le coin de leur œil. Maldonado, lui-même, éprouvait des frissons de méfiance. Un soir, il s'arrêta net, la main sur la poignée du commissariat, persuadé d'avoir entendu une respiration derrière lui. Il se retourna, allettante. Rien, sinon la porte qui claquait au vent et le reflet luisant d'une flaque à ses pieds. Plus les nuits passaient, plus Jacques semblait s'insinuer dans chaque geste, chaque décision. L'exaspération grandissait, se muant parfois en colère, plus souvent en peur. On ne savait ce qu'on redoutait le plus, le prochain méfait de Jacques ou l'idée qu'il n'existait même pas, qu'on pourchassait un fantôme, ou pire, que la nuit elle-même se moquait d'eux en prenant 1000 visages. Dans un petit appartement du faubourg sud, où l'humidité goûtait sur les plaintes, Amal s'enfonçait dans ses notes du soir, la tête lourde. Elle annotait, raturait, dressait la liste infinie des manifestations inexpliquées. Toujours, Jacques lui échappait. Sa frustration se mêlait à quelque chose de plus sourd, de plus enfoui. Et si tout cela n'était qu'un jeu? Si Jacques n'existait pas du tout? Si, comme la vieille du rez-de-chaussée le disait, la nuit était Jacques? Un concept, une présence, une inquiétude diffuse? Mais alors, qui verrouillait les portes? Qui glissait des messages cryptés sous le paillasson de Maldonado? Qui changeait les ampoules des lampadaires pour que, toujours, une ruelle reste dans la pénombre? Morel, de son côté, scannait chaque témoignage, cherchant le détail qui trahirait une certitude. Il en vint à se demander si certains habitants de la ville n'étaient pas Jacques lui-même, ou si Jacques ne s'incarnait pas pour une nuit dans le corps de chacun, tour à tour. Il se souvint alors d'une phrase griffonnée par un ancien commissaire sur la toute première fiche du dossier. « L'ombre, c'est ce qui rend visible tout le reste. » La police prit alors des airs d'archéologie patiente. Fouillant les échos, remontant les fiches de voix retenues, ils tentèrent de dénouer l'écheveau du quotidien. Certains repliaient les journaux trouvés dans la poubelle, décryptaient les listes d'achats, écoutaient tourner les boîtes à musique. Jamais Jack. Rien qu'une crainte qui s'enroulait au creux du ventre, chaude comme un serpent. Pourtant, au fil des nuits, les policiers découvrirent de nouveaux motifs tracés à la craie sur les murs, des messages écrits à la main. Le rideau de brouillard s'abattait sur Whitechapel, noircissant les lampadaires dont la lumière faiblarde semblait lutter contre un poids invisible. Derrière chaque fenêtre, des ombres inquiètes veillaient, prisonnières du silence, pesant qu'un souffle maléfique venait troubler de temps à autre. Une fois le soir tombé, tout paraissait glisser hors du monde ordinaire, happé par la promesse d'un mal caché dans la brume. Et chaque nuit désormais, à l'heure où le vent s'engouffrait au creux des ruelles, une histoire nouvelle commençait, une histoire d'encre noire et de papier jauni.
Dans la petite chambre de l'inspecteur Aberline, la lumière d'une unique bougie jetait une lueur vacillante sur la table bancale. Sur celle-ci, soigneusement ouverte et lissée du plat de la main, 3 lettres étalaient une écriture fine, penchée, presque élégante malgré la fureur contenue dans chacune des courbes. La première avait été déposée au poste de police quelques jours plus tôt. La seconde glissait subtilement sous la porte de l'inspecteur cette nuit-là. La dernière attendait encore d'être partiellement décachetée. Le cœur d'Aberline battait d'une hâte mêlée d'appréhension. Il avait appris à craindre ces mots, à sentir le malaise suinter d'eux comme de la cendre froide. Il ouvrit la 3e lettre du diable. « Inspecteur », commença-t-elle, la main qui écrit tremble juste assez pour donner vie à la mort. Chaque phrase semblait doser une violence rare, contrôlée, tapie derrière la politesse glacée du langage. Aberline pensa au criminel, quelque part dehors, choisissant ses mots comme il aurait choisi le tranchant d'une lame. Il poursuivit sa lecture, la gorge serrée. « J'ai observé comment vous marchez dans la brume, cherchant des signes qu'aucun de vos esprits bornés ne saura percevoir. Vous marchez, mais vous ne voyez pas. Vos oreilles entendent l'écho de mon rire, ce bourdonnement qui enfle partout dans Whitechapel. Et pourtant vous ne comprenez pas. Faites attention, inspecteur. Ce que je fais, je le fais bien. Ce que je prends, je ne rends jamais. » Un goût amer envahit la bouche de l'inspecteur. Il posa la lettre à côté des 2 autres, hésita, puis relut la plus ancienne. Les lettres du diable étaient devenues son obsession, le fil ténu qui le maintenait entre la raison et l'abîme. Derrière chaque phrase, il devinait un esprit d'une froideur inhumaine, calculant chaque mot comme une attaque. Mais il y avait autre chose aussi, comme l'ombre d'un rire étouffé, un plaisir malsain dans la douleur provoquée. Pas la douleur physique, mais celle qui ronge le cœur et mine l'âme. Cette nuit-là, alors que les bruits du quartier s'évanouissaient peu à peu, Aberline sentit le malaise croître dans sa poitrine. Il alluma sa pipe, laissa la fumée s'élever et onduler vers le plafond, cherchant à fixer son esprit. Irrésistiblement, il repensa au contenu des missives, à ce langage si étrangement désincarné, détaché de toute humanité. Quelques jours plus tôt encore, les lettres, bien que perturbantes, possédaient une brutalité directe, brutale mais lisible. À présent, chaque nouveau message semblait plongé dans une énigme, camouflant les intentions derrière une cruauté méthodique. Les mots pénétraient la tête d'Aberline comme un poison lent. Dans une phrase, le diable évoquait les battements d'un cœur s'arrêtant dans le silence d'un matin froid. Ailleurs, il dépeignait le plaisir d'être la lame dans la nuit que nul ne s'est accompagné, ajoutant que le sang versé était aussi rouge que la lune sur Whitechapel. Parfois, Aberline se surprenait à refermer les lettres d'un geste vif, comme si l'écriture elle-même brûlait ses doigts. Pourtant, chaque nuit, l'appel devenait trop fort. Il revenait au feuillet taché, cherchant une faille, une trace, un indice qui pourrait offrir une forme de sens à l'horreur dispersée sur le quartier. Au dehors, Whitechapel frémissait sous le poids du secret. Les rares passants hâtaient le pas, jetant des regards furtifs autour d'eux. Les petites filles aux bottines usées rentraient précipitamment chez elles, serrant la main de leur mère dont les yeux étaient cerclés d'angoisse. Devant les pubs, des groupes d'hommes murmuraient, buvaient serrés, et parfois on s'arrêtait de boire pour mieux écouter. Dans la brume, on entendait un souffle, un frottement, presque un ricanement. Un rire sans bouche ni visage, un rire qui n'appartenait à personne et à tout le monde en même temps. Au fil des jours, les lettres affluaient, toujours plus cryptiques, toujours plus perfides. Certaines parvenaient au journal local, d'autres étaient déposées à la hâte dans les commissariats ou reçues au petit matin par un boulanger, un cordonnier, une veuve solitaire. Aberline réalisait que le diable ne se contentait plus de s'adresser aux forces de l'ordre. Il prenait à témoin tout un quartier. Il tirait les ficelles d'une peur collective, la modelait comme une pâte, soufflait dessus pour la rendre plus vivante, plus gluante. Les mots n'étaient pas que des menaces. Ils semblaient vouloir s'infiltrer dans les esprits, y semer le doute et la terreur.
Ce soir-là, alors qu'Aberline sillonnait les pavés humides en compagnie du sergent Collins, il sentit le souffle du diable glisser sur sa nuque. Il n'en doutait pas, Whitechapel tout entier se savait observé. Même le vent, en s'engouffrant dans les ruelles, semblait susurrer un avertissement, et chaque recoin semblait promettre une rencontre. Parfois, Collins s'arrêtait, le visage creusé par la fatigue, pour interroger l'inspecteur du regard. « Croyez-vous que c'est vraiment lui qui écrit ? Ce n'est peut-être qu'une farce. Sœur, » murmurait-il, la voix oscillant entre l'espoir et le désespoir. Mais Aberline ne répondait pas. Il repensait à une phrase, seulement quelques mots griffonnés sur la dernière feuille, l'ombre vit dans la lettre. Ce simple énoncé le hantait, une énigme en soi, comme si chaque message contenait plus que ce qui était écrit. Il se demandait, l'esprit en ébullition, si le diable n'avait pas trouvé le moyen de semer, d'une plume, la paranoïa qui transformait les hommes et les femmes de Whitechapel en ombres suspectes, accrochées à chaque bruit, chaque silhouette croisée au détour d'une ruelle embrumée. Les nuits se succédaient, imbibées d'attente et de crainte. Les nouvelles lettres, diffusées au petit matin, déclenchaient une panique muette. On lisait à voix basse des extraits rapportés par ceux qui avaient osé toucher les enveloppes devenues effrayantes. Les vieux commençaient à murmurer que ces écrits n'étaient pas l'œuvre d'un homme, mais la marque d'un démon. On racontait que le diable, faute de chair, avait choisi la plume pour hanter la ville. Un soir, alors que l'horloge du clocher sonnait une heure indue, un policier au visage juvénile fit irruption dans le bureau d'Aberline, tenant entre ses mains une nouvelle enveloppe. Elle était scellée de cire noire, marquée d'une empreinte ciselée, étrange, presque indéchiffrable. L'inspecteur, le cœur au bord des lèvres, ne put s'empêcher de trembler en la décachetant. Le parfum du papier évoquait le fer et la cendre, et le message à l'intérieur, plus court encore que les précédents, parvint à glacer son sang. « La nuit vous appartient, inspecteur, mais le matin n'est qu'à moi. Cherchez-moi si vous osez, et peut-être saurez-vous ce que signifie écouter le rire sans bouche. » Aberline resta longtemps à contempler ces mots, tandis que derrière lui, le jeune policier se signait discrètement. Le message paraissait flotter dans l'air, s'insinuer dans les plaintes, dans les pores du bois et la fumée froide de la bougie. Ces mots, se dit Aberline, n'ont rien d'humain. On sentait à leur lecture une tension glaciale, une intelligence affûtée qui ne laissait rien au hasard, qui se délectait des tremblements qu'elle savait provoquer. Dehors, le brouillard enflait, engloutissait les sons et les gestes. Parfois, il semblait à l'inspecteur que Whitechapel tout entier n'était plus qu'un vaste théâtre d'ombre, dont le diable tenait la machinerie invisible. Les cris, les rires étouffés des enfants disparaissaient vite, comme aspirés par une force tapie sous les pavés. Les nouveaux messages du criminel s'égrenaient dans les conversations à demi-mot, créant une paranoïa si dense qu'on la touchait presque du doigt. Dans les pubs, on serrait les verres entre ses doigts, cherchant la chaleur où l'on pouvait. Dehors, on priait sans toujours oser l'avouer, certains allant jusqu'à clouer des fragments de croix sur leurs portes ou à chuchoter des bribes de psaumes dans la lumière tremblante d'une veilleuse. Mais le pire, songea Aberline, n'était pas tant l'œuvre du meurtrier, mais celle des mots qui précédaient le couteau. Ces lettres, chaque nuit plus tranchantes, déchiraient la chair du quartier plus sûrement que n'importe quelle arme. Elles transformaient les regards, faisaient trembler les mains et ralentir les gestes. Elles poussaient l'idée trouble que peut-être le mal, à Whitechapel, ne venait pas seulement d'un homme tapi dans l'ombre, mais d'une épidémie d'angoisse, une contagion que les mots propageaient partout. Une nuit, Aberline, las, sortit de sa chambre. Il marcha longtemps dans le dédale des ruelles, laissant la brume lui coller à la peau comme une seconde sueur. Il cherchait à comprendre le rythme de ses lettres, se demandant à quel moment le diable écrivait, comment il choisissait ses destinataires. Aux abords d'une ruelle étroite, il se surprit lui-même à tendre l'oreille, cherchant à capter ce fameux rire dont les lettres faisaient mention. Rien ne venait, sinon le souffle sourd du vent dans les caniveaux. Il eut alors l'étrange certitude que même le silence était devenu suspect, porteur du mal qui planait sur le quartier.
Demi-tour, le pas ralenti par une fatigue mystérieuse, il esquissa le chemin du retour. La nuit tombait, pesante, plus que d'habitude, sur Whitechapel. La brume s'insinuait à pas feutrés dans les artères tordues de la ville, s'ajustant comme une couverture moite sur les carreaux sales et les pavés inégaux. Les lampadaires hésitaient, vacillants, jaunes, incapables de percer le voile dense qui s'enroulait autour d'eux. De chaque porche, de chaque soupirail, filtrait le même parfum d'anxiété, une angoisse diffuse qui s'accrochait aux murs, suintait des interstices et serpentait sous les portes closes. Dans cet entrelac d'obscurité faussement familière, un chat traversa la chaussée, bondissant dans la lumière tremblotante avant de disparaître, avalé par l'encre. Au loin, une bande de gamins traînait encore, espérant grappiller quelques pièces ou quelque chose à manger. Leurs éclats de rire, timides et contenus, se heurtaient au silence épais qui couvrait désormais chaque ruelle. Les adultes avaient déserté les rues à la hâte. Les mères rappelaient les enfants, refermaient les volets d'une main nerveuse, la gorge sèche d'un pressentiment fatigué. Les hommes, eux, s'attardaient parfois près des pubs, cherchant le réconfort dans le tumulte des rires, mais le moindre bruit dehors gelait le sang. On regardait par-dessus son épaule, l'air teinté de peur. Pourtant, ce soir, Jacques était là, invisible aux yeux de ceux qui cherchaient à deviner son ombre. Il avançait, lové dans la brume, effaçant tout ce qu'il touchait. Ses pas n'éveillaient aucun écho. Il savait où poser les pieds pour ne pas troubler le sommeil des pavés. Son manteau absorbait la lumière, absorbait jusqu'au soupir de la ville, en faisant une extension de l'obscurité elle-même. Là où il passait, les ruelles se refermaient derrière lui, comme si le monde rétractait ses contours, espérant à chaque seconde oublier son passage. Son souffle se mêlait à la moiteur ambiante, prête à se dissoudre dans l'aube. Mais l'aube semblait, cette nuit-là, lointaine, effrayée à l'idée de franchir le seuil. Jacques savait que personne ne se souvenait de toutes ses victimes. Pas vraiment. Il y avait bien sûr celles que la presse relayait, celles dont les noms passaient de bouche en bouche, agrémentés de détails exagérés, de descriptions sanglantes ou de conjectures fiévreuses. Mais il y avait aussi celles qui ne comptaient pour personne. De simples disparitions, effacées sans trace, transformées en simples murmures vite étouffés dans le brouhaha des marchés ou au comptoir d'un pub. Ces femmes-là, ces hommes-là parfois, n'avaient pas même la dignité d'une prière ou d'une larme. Ils s'étaient éteints dans l'anonymat de la folie ordinaire, perdus dans le ventre boueux de la ville. Jacques connaissait leurs visages. Il se les remémorait, parfois, dans la lenteur sinistre de ses errances. Il s'attardait sur le souvenir d'un regard, d'une moue contrariée, d'un souffle écourté. Il lui parlait chaque nuit, leur absence résonnant plus forte encore que le cri des foules après un meurtre laissé au grand jour. Ce soir-là, il longea la ruelle de Millerescourt, contournant les flaques qui réfléchissaient par moments la silhouette d'un ciel sans étoiles. La nuit avait pris la couleur du ventre des poissons, épaisse, huileuse. Jacques savait que dans une arrière-cour, une femme dormirait dehors, assise, blottie contre un mur briqué, les genoux ramenés sous un manteau trop mince. Elle n'avait ni abri, ni famille. Il la connaissait. Elle mendiait au coin de Dorset Street, silencieuse, avalant ses mots, le regard pourtant furieux, une rage éteinte dans le bleu terni de ses yeux. Elle avait un nom, mais tous l'avaient oublié, relégué au rang de décor. Jacques la laissa passer. Ce n'était pas encore son heure. Son ombre glissa le long d'un enclos décrépit, où s'élevait la maigre silhouette d'un cheval bâillant. La bête pressentit sa présence, sia, mais ne broncha pas. La peur était partout, mais banale, assignée à résidence au point qu'on n'y prêtait plus attention. Jacques poursuivit son chemin, orchestre discret d'ombre et de souffle retenu. Sous chaque fenêtre, il devinait le frôlement nerveux d'une rideau, l'œil brillant d'une terreur qui n'osait avouer son nom. Les habitants savaient, sans se l'avouer. Certains se réveillaient au milieu de la nuit, persuadés qu'une silhouette se tenait au pied de leur lit, ou, pis, derrière la vitre embuée. Ce n'était souvent qu'un rêve, ou l'écho d'une porte qui grince. Mais parfois,
c'était bien la brume qui portait, entre deux souffles, un soupir qui n'appartenait à personne. Les ruelles, sous sa main, devenaient de véritables sanctuaires, non pas dédiés à la prière ou à la lumière, mais consacrés à la peur, à la mémoire silencieuse de ceux qui disparaissaient sans bruit. Les victimes oubliées hantaient ces lieux, bien plus fidèlement que les cadavres exhibés à la une des journaux. Dans les recoins où seul le vent s'attardait, Jacques rangeait les traces, soignait les indices, laissait derrière lui un calme surnaturel, presque impossible. Tout était orchestré pour ne rien laisser subsister. Ni bruit, ni silhouette, ni souvenir précis. Il atteignit bientôt un entrepôt désaffecté, là où, quelques nuits plus tôt, il s'était arrêté, hésitant. L'endroit empestait la rouille. Des ballots de tissu s'empilaient dans un coin, abandonnés à l'humidité. Parfois, des hères s'y aventuraient, espérant y trouver une nuit de répit loin des matraques ou des regards. Ce soir-là, une silhouette s'y détachait, dos à la porte, minuscule. Un garçon, peut-être 14 ans, assis contre un tonneau, le visage plongé dans ses mains sales. Il sanglotait sans bruit, le dos tressautant par spasmes. Jacques s'accroupit, à distance raisonnable, le regard posé sur la nuque fragile de l'enfant. Il devina l'histoire, la peur. Cet enfant ne serait pas pleuré. On l'attendrait le matin, on imaginerait qu'il s'était perdu. On oublierait bientôt jusqu'à la couleur de son manteau. Mais ce n'était pas pour lui, ce soir. Pour cette nuit, il serait épargné, même si la ville finirait par l'engloutir dans ses ténèbres. Jacques se releva, rentrant son souffle dans la brume tiède, comme un secret qu'on refuse de partager. Il longea le mur, effaçant sa propre ombre, la réduisant à un simple soupir. Plus loin, des rires éclatèrent. Un groupe de jeunes femmes, imprudentes, fendant l'obscurité à la recherche de quelques miettes de travail. Leur insouciance était feinte. Sous leur voix aiguë, Jacques décelait la panique, le fil ténu de l'effroi qui leur collait au talon. Il les observa un moment, immobiles. La plus petite des trois jetait sans cesse des regards par-dessus son épaule, essuyant nerveusement ses mains moites sur sa jupe râpée. Bientôt, elles s'engouffrèrent dans une venelle serrée entre deux bâtiments aveugles. Le rire s'éteignit. La ville retrouva son silence craintif. Alors que midi avait ses horloges, la nuit avait Jacques. Il était l'aiguille, invisible, marquant le champ inavoué de la lassitude et de la peur. Il savait que pour chacune de ses actions, il laissait derrière lui un vide. Pas seulement le vide physique, mais une absence plus profonde, un creux dans la mémoire des rues, un effacement graduel qui détruisait toute trace de vie. Certaines victimes n'étaient jamais retrouvées. Leurs souvenirs disparaissaient avec la brume du matin. Les familles les cherchaient, un temps. Puis l'habitude s'installait, la douleur se diluait, remplacée par un silence suffocant. Dans une arrière-cour triste, couverte d'ordures, une femme dormait à même le sol, ramassée en rond, les bras croisés sous sa tête. Jack la contempla longuement. Il observa ses cheveux collés contre son cou sale, le tissu effrangé de sa robe. Un doigt de lumière traversait la vitre cassée, creusant une ombre sous sa joue. Elle ne se réveilla pas à son passage. Il s'éloigna, laissant derrière lui la certitude qu'il n'y aurait jamais, pour elle non plus, la place d'un article, d'un portrait, d'une stèle. Jacques ne tuait pas toujours, non. Parfois, il était seulement la trace. L'effluve, l'idée même que le mal pouvait surgir, était là, possible à chaque instant dans chaque rue. Cette sensation glaçante qui saisissait le cœur et glissait sur la peau comme la buée d'un souffle contre la fenêtre. Cela suffisait pour effacer tout le reste. Que importaient les meurtres relatés, les noms scandés dans les journaux. Les victimes oubliées étaient celles que personne ne pouvait compter. Pas de corps, pas de lieu du crime, tout juste peut-être un soupçon, une disparition attribuée à l'ivresse, à la misère, à une folie ordinaire. La douleur se fixait en silence, comme la crasse sous les ongles, sans cri, sans question, sans adieu. Dans les maisons barricadées, certains se couchaient tôt, yeux ouverts sous les couvertures miteuses.
Ils écoutaient la rumeur des pas, un claquement sec, un glissement de semelle, un raclement sur la pierre. Ils étaient persuadés qu'on venait rôder, regarder par la fenêtre, attendre l'instant propice où la peur se fissure. On avait beau verrouiller les portes, la brume elle-même, lourde, insidieuse, trouvait toujours à s'introduire, à porter des traces, des frissons, d'anciens cauchemars. Le souffle de Jacques, les nuits comme celle-ci, semblait tout à la fois si lointain et si proche, éparpillé dans la buée, semé dans le vent froid qui passait entre les pierres. Un vieil homme, dans une maison adjacente à la ruelle, se redressa sur son lit, haletant. Il crut apercevoir un visage dans la fenêtre, un soupçon de silhouette dessiné par le jeu de la bougie. Il ne vit rien, il n'y avait personne. La nuit s'était installée, épaisse et sans contour, sur Whitechapel, comme un voile trop lourd pour être écarté d'un simple souffle. La série de meurtres avait pris fin, disaient les journaux du matin, mais personne n'était assez naïf pour croire que la peur s'en irait aussi facilement. L'air était saturé d'histoires, de soupçons et d'une sorte d'angoisse palpable qui, à la faveur de ces nuits sans fin, s'infusait dans les pierres des rues et les murs lépreux des maisons. Il était des ténèbres que la lumière du jour ne savait plus dissiper. Dans les couloirs lugubres des logements ouvriers, le tic-tac, hésitant et effrayé, des vieilles horloges rythmaient le temps, alors même que chaque battement semblait repousser le retour du matin. Les enfants, même les plus endormis, tressaillaient dans leur sommeil. Certains géraient leur frayeur dans le secret des draps tirés jusqu'aux yeux, d'autres réveillaient leur mère d'un cri étranglé lorsqu'un bruit inattendu effleurait la nuit. Plus personne n'évoquait les anciennes chansons rassurantes au coin du lit. Ici, tout avait l'odeur de la crainte. Les ruelles que traversaient autrefois les ombres rhabillées du quotidien n'étaient plus qu'un labyrinthe de soupçons et de peurs. La routine s'était tue. Les ivrognes, désormais sobres malgré eux, murmuraient que le tueur rôdait toujours, invisible, dans la brume. Jacques avait disparu, disait-on, ou bien, plus effrayant encore, il s'était fondu dans la foule, parmi eux. Chacun se demandait si le tueur, le vrai, vivait encore au coin de sa propre rue, ou dans le grenier de la maison voisine, dans la chambre trop silencieuse d'un vieil homme à la démarche penchée. Les femmes, même les plus endurcies par les coups du sort, ne sortaient qu'en groupe pour acheter du pain ou du charbon, l'œil collé au moindre mouvement suspect dans l'ombre. Les portes étaient closes plus tôt, les verrous triplement vérifiés, et même au fond des foyers, la lumière tremblait, vacillante, sur les murs tachés par la fumée. La peur, c'était elle, la maîtresse du quartier. Elle glissait ses doigts moites jusque sous les seuils, s'insinuait avec l'odeur amère du charbon froid et les gouttes de pluie saumâtre qui traversaient les toits crevassés. Elle empêchait de dormir, elle murmurait au creux des cauchemars, elle imposait le silence après la tombée du jour. Certains enfants maigrissaient à vue d'œil. Leur appétit s'était évaporé quand les regards des adultes, pleins d'une terreur muette, avaient remplacé leur sourire. À chaque détour des ruelles, la brume prenait une consistance particulière, comme si elle se souvenait de ce qu'elle avait vu, de ce qu'on lui avait fait taire. Les lampadaires peinaient à dissiper ce brouillard, leur cercle de lumière froissée laissait passer plus de peur que de réconfort. Les maisons, aux fenêtres noires, semblaient à guetter le passant, comme si elles retenaient leur souffle pour ne pas attirer l'attention d'une silhouette inavouable. Il en était toujours un pour jurer, à chaque veillée, avoir aperçu, entre le halo d'un réverbère et le début d'une venelle, la présence indistincte d'une ombre fine et haute, le chapeau démesuré, le pas pressé, disparaissant comme un mirage. Il n'y avait pourtant là que la forme capricieuse de la brume, mais les rumeurs couraient plus vite que le vent. Même après la fin, disait-on, Jacques était encore là. Mrs. MacGregor, dont la voix pullulait de larmes réprimées, jurait de s'être réveillé, 3 nuits de suite, entendant les lames du plancher couiner sous une démarche étrangère. Était-ce le vent, les rongeurs, ou quelqu'un, quelque chose, qui flairait la serrure, tentait de percer l'obscurité pour retrouver une cible oubliée. Elle allumait chaque bougie de son chevet, cernée par 55 années de solitude,
répétant des prières qu'elle croyait avoir oubliées. Dans le grand lit glacé, le plafond lui tombait dessus, bas et oppressant. Parfois, c'était la respiration faible d'un voisin qui la rassurait, lui rappelant que le mal semblait tapis dehors, mais jamais tout à fait loin. À l'autre bout de Milleres Court, le petit Tommy, 8 ans et les joues creuses, se réveillait, toutes les nuits, au même endroit de son rêve. Une rue sans fin, la brume qui se lève, et tout au bout, la silhouette d'un homme qui ne bouge pas, mais qui semble se rapprocher à chaque clignement d'œil. Son père, ivre de fatigue et de chagrin vieux comme le quartier, n'arrivait plus à consoler l'enfant. Quand le cri suraigu résonnait, claquant comme un coup de feu sous la charpente, c'était toute la famille qui se dressait dans la pièce unique, regardant la porte avec la terreur qu'elle cède sous quelque force invisible. Il n'y a pas ici de fins heureuses ni de véritable oubli. Chaque habitant, en se frappant le front pour ne pas oublier d'éteindre le feu ou de tirer le verrou, savait qu'il marchait sur la corde raide de l'oubli et du souvenir. Certains, à force d'écouter, croyaient entendre le tintement furtif d'un couteau ou le bruissement d'une cape dans le vent. Les policiers eux-mêmes, jadis silhouettes rassurantes, n'étaient plus que des ombres, répétant les mêmes patrouilles, la main tendue vers la matraque sans jamais la sortir, l'œil inquiet, et le cœur peut-être aussi troublé que celui des habitants. On disait que Jacques n'était pas une personne, mais une ombre mauvaise qui pouvait s'incarner dans n'importe quel homme, n'importe quel soir, et que la nuit, à Whitechapel, ne finirait jamais. Il y avait les rumeurs, toujours, qui brûlaient les langues et échauffaient les esprits. On soufflait des noms, bouchers mutiques, médecins égarés, forgerons solitaires. Personne n'était épargné par la rumeur. Les hommes se détournaient de ceux qu'ils saluaient la veille, le regard méfiant, la parole sèche. Le doute avait remplacé la convivialité. La convivialité n'avait plus envie de s'attarder dans ces ruelles, sentant la suie et l'angoisse. On murmurait aussi que les morts refusaient de dormir. Les prêtres, quand bien même ils bénissaient les ruelles avec de l'eau croupie et des prières défaillantes, ne parvenaient pas à relever les esprits. Les croix de fortune, clouées sur des portes où le crime ne s'était pas déroulé, s'accumulaient, figures dérisoires devant l'invisible. Personne ne croyait vraiment qu'une prière puisse protéger du mal qui, jadis, avait zigzagué si librement parmi eux. Pas plus qu'ils ne croyaient le matin capable d'apporter la paix. Les nuits succédaient aux nuits, pareilles à une mer sans rivage. Parfois, un cheval tirait une charrette, fatigué, et les sabots martelaient la pierre, seuls échos d'un jour lointain. La lune, elle, bientôt n'osait plus regarder la terre. Les nuits sans lune étaient pires, car la brume épousait alors chaque mur, chaque pavé, rendant l'espace claustrophobe, sans issue. Dans les arrière-salles enfumées des tavernes, les hommes baissaient la voix sitôt la porte refermée. Ceux qui parlaient fort le faisaient par bravade, riant plus fort, buvant plus vite, mais tout le monde voyait bien que leurs mains tremblaient légèrement quand ils saisissaient leur chope. Un silence pesait, toujours à la lisière. Chacun voulait croire que, oui, tout était fini. Les policiers avaient fouillé chaque boyau, chaque cabane sans toit, chaque soupirail. Rien. Personne. Mais le cœur, lui, savait que le tueur était désormais devenu une idée, floue et terrifiante, flottant sur le quartier comme une brume imbibée de sang, imperceptible mais inéluctable. À l'étage d'une maison étroite, Sally Mason, 9 ans, serrait contre elle une poupée à la tête fêlée. Elle regardait la fenêtre, la vitre sale sur laquelle la pluie dessinait des routes éphémères. Elle savait, comme tous les enfants de Whitechapel, qu'il fallait se taire pour rester en vie. Quand, parfois, la nuit s'étirait trop et que le sommeil ne venait pas, elle récitait la liste des noms des membres de sa famille, comme une prière discrète pour les garder en sécurité. Parfois, il lui semblait voir, reflet dans la vitre, le contour d'un homme dehors, statue immobile sous la lanterne, et elle refermait davantage la couverture sur sa bouche pour ne pas respirer trop fort. Il y avait cette sensation, étrange et persistante, que la nuit avait cessé d'être une simple absence de lumière. Elle était devenue une force, un être en soi qui s'installait dans chaque recoin, s'étirait sous les toits,
posait ses griffes sur les cœurs fatigués. Un homme, assis sur la marche de sa propre porte, pouvait entendre, derrière la plainte d'un chat ou le bruit d'un volet battant, le frôlement d'une peur ancestrale. La ville n'était plus simplement un lieu. Elle était cette nuit elle-même, rugueuse, interminable, peuplée d'échos et de souvenirs qui ne voulaient pas s'effacer. Certains pensaient que, dans l'oubli, il y aurait du réconfort. Mais Whitechapel ne permettait pas l'oubli. Chaque pierre, chaque brique semblait retenir l'empreinte d'un cri, chaque pavé gardait la trace d'un sang séché que la pluie ne pouvait effacer. Les murs devaient, parfois, tomber d'épuisement sous le poids des échos. La nuit qui ne voulait pas finir s'invitait partout. Dans la boulangerie, l'odeur du pain chaud ne masquait plus la peur. L'aubergiste gardait sous son comptoir une hachette, plus pour rassurer sa femme que dans l'espoir de s'en servir utilement. Les lavandières ne chantaient plus, et leur rire, jadis si franc, était devenu ricanement nerveux, éteint dès que la lumière chutait. Plusieurs mois passèrent ainsi, et, nuit après nuit, l'atmosphère, loin de s'alléger, paraissait s'alourdir encore. La nuit s'est épaissie sur Londres comme un manteau de toile, ourlé par la brume, les pavés luisants et la lueur diffuse des lampadaires chancelants. C'est dans ce décor que circulent les murmures, les secrets chuchotés d'un visage à l'autre, alors que chacun rentre chez soi, la tête baissée sous le poids des souvenirs anciens. Entre Whitechapel et Spitalfield, les ombres ont appris à marcher seules, prenant la forme d'un homme qui, jamais, n'a livré sa véritable identité. Jack Eliventure. 3 syllabes, soit effilochées de peur, égrenées de génération en génération. On dit que la nuit a une mémoire, que certaines ruelles, sans âge, portent l'empreinte de pas qu'on ne voit plus, mais que l'on sent tout près, comme un souffle derrière la nuque. On dit aussi que la peur épouse celui qui la craint, d'un bras invisible et froid, le berçant tout en le terrifiant. Et, dans Londres, le nom de Jacques n'a pas besoin d'être crié. Il suffit de le penser fort pour que l'air même le transporte, qu'il flotte sur les toits, se faufile sous les portes, caresse les rideaux tirés. Immobile, la ville écoute. Il y a, tout au fond du silence, un cœur caché qui bat obstinément, empli de bruits ténus, sabots de chevaux, voix étouffée, soupirs dans la brume. Mais, au détour des rues désertes, parfois, on entend presque la rumeur d'une époque où la traque battait son plein. Les policiers, lourdement vêtus, leurs moustaches en bataille, balayaient les ténèbres de leurs lanternes, espérant, ou redoutant, découvrir la silhouette furtive du monstre devenu mythe. Le monstre. Et pourtant, l'homme. Jamais capturé, jamais nommé, jamais puni. On le cherche encore, dans les histoires, dans les archives, dans les rêves tachés d'écarlate. Derrière le rideau pluvieux de la ville, il devient plus qu'un fait divers, une légende rampante. Le croque-mitaine londonien qui, depuis plus d'un siècle, échappe à tout et à tous. La peur, transformée en avertissement, guide chaque pas noctambule, chaque détour précautionneux, chaque respiration haletante d'un passant solitaire. Mais qu'advient-il de cette peur quand le sommeil approche? Quand le lit, vaste navire, invite à larguer les amarres de la vigilance pour naviguer à travers les mers du rêve. C'est là que la légende opère une mue délicate. La peur se fait douce, presque familière, comme un chat lové au pied du lit. Le mystère de Jacques, avec ses replis inexplorés et ses recoins inavoués, devient alors un conte, un vaisseau pour l'imagination. Les ombres s'étirent sur les draps, la brume sur l'oreiller. La ville s'endort, mais ses fantômes veillent, silencieux et attentifs. Plongeons au cœur de la nuit, là où la mémoire de Londres se tord entre le réel et le rêve. Une fillette descend un trottoir déserté, tire derrière elle une poupée boiteuse. La lune gaufrée de nuages éclaire son chemin, dessinant avec fluidité d'étranges silhouettes sur les murs. Son ombre tangue, s'allonge, se détache aux côtés d'ombres plus anciennes, plus lourdes, comme si derrière elle marchait une invisible procession. Un chat feule sur un muret, ses yeux d'or veillent, puis disparaît sans bruit dans les buissons.
La fillette ne le remarque pas. Cependant, quelque part à l'intérieur de son monde d'enfant, des fragments du vieux mythe la rassurent. Elle ne connaît pas Jacques, mais elle a entendu des histoires. Elle sait que dans le conte, le héros échappe toujours au monstre. Et dans la vraie vie, on s'endort avant que le monstre n'apparaisse. Un peu plus loin, un vieil homme boitille, sa canne éraflant le pavé. Son manteau lustré frissonne, et il marmonne quelques mots à l'adresse d'un ciel inerte. Sa maison est proche, il le sent dans chaque vibration de ses os. Bien des années plus tôt, il a couru, bien plus vite, avec le cœur plein de frissons et de peur, tentant de devancer, peut-être, l'éventreur invisible qui pouvait surgir de nulle part. Ce soir, il s'arrête devant une vitrine éteinte, se regarde, impassible, à travers la brume, et sourit. Jacques n'est qu'un souvenir maintenant, une ombre parmi tant d'autres. L'angoisse s'est usée avec le temps, l'aiguille de la peur se fait douce chanson dans le noir. Les enfants du quartier connaissent des chansons. Elles parlent de monstres cachés, de dames blanches, de serments murmurés sous la pluie. Les adultes détournent le regard, refoulent un sourire, mais certains soirs, sous les abats de lumière des becs de gaz, une volute de frissons leur caresse encore la nuque. Il arrive alors, face au sommeil, qu'ils se rappellent la promesse secrète des légendes. Tant que le monstre court, c'est que la nuit veille sur moi. La brume change tout. Elle gomme les contours, estompe la dureté de la ville, offre au secret une épaisseur cotonneuse où se lever. C'est ainsi que Jacques est devenu, pour Londres, une part de son identité nocturne. Jamais capturé, jamais reconnu, son histoire plane comme un avertissement doux amer, mélange d'effroi et d'apaisement, d'attention aiguisée et de lullaby murmuré au creux de la nuit. Ceux qui se retrouvent à marcher seuls sur le trottoir s'y sentent soudain entourés, observés par des yeux invisibles, et trouvant à cela un étrange réconfort. Car la légende, bien que terrifiante, unit chacun dans une fraternité silencieuse. Celle d'avoir survécu à la nuit, d'avoir fait le choix de croire au matin. Parfois, dans les chambres silencieuses, alors que la pluie claque en teint de fond sur les carreaux, un enfant croit reconnaître la silhouette de Jacques, dessinée par les plis du rideau. Mais il n'a pas peur. Le monstre, dans ce théâtre d'ombre, n'est plus que personnage, étoffe de rêve parmi les autres. Son pas mystérieux se mêle à celui des parents, des sœurs, des frères et des chats paisibles qui sommeillent au pied du lit. Endormi, l'enfant se raconte à lui-même que le monstre ne viendra pas cette nuit. Ou bien, s'il vient, ce sera pour s'installer dans un conte, pour attendre aux frontières de la conscience et se dissoudre au lever du jour. Même les vieilles pierres écoutent. L'écho d'un cri passe et demeure entre les gouttières, les failles de faïence, les noires impasses cadenassées. Parfois, tard le soir, on croit percevoir un soupir dans les brises, une lamentation presque imperceptible. C'est la mémoire de Jacques, enfouie dans les fibres de la ville, contemplant une époque révolue, se diluant dans la pluie et le temps. Les ouvriers qui rentrent tard, le col remonté, les yeux fatigués, ne craignent plus vraiment l'éventreur invisible, mais lui laissent une place dans leurs pensées, un recoin secret qu'ils partagent avec tous les promeneurs nocturnes de Londres. La légende s'est transformée avec les âges, s'arrondissant au fil des générations, perdant ses épines, devenant presque tendre. Les aînés chuchotent à l'oreille des enfants l'histoire de Jacques, mais la voix se fait douce, le récit, orné d'images étranges, se termine toujours par le lever du soleil, garant du retour à la quiétude. L'anxiété vieillit, elle aussi. Elle apprend à se faire rassurante, s'enroulant sur elle-même jusqu'à n'être plus qu'un nuage de coton, éphémère mais présent. Ainsi en est-il de toutes les peurs profondes. Elles nous appartiennent, façonnées comme des outils ou des trésors. Ce qui fut effroi devient tradition, ce qui fut malédiction se change en mythe, et le mythe, une fois transmis, devient plus doux, plus extraordinaire, moins chargé de griffes. Les policiers de l'époque, qui couraient à l'aube dans les rues désertes, ne sont plus que des silhouettes dans un brouillard ancien, en quête d'un homme qui n'existait déjà peut-être que dans les murmures. Au marché aux fleurs dérangé par la pluie,
la cité vibre encore de ces petits contes partagés. Les vitrines fermées laissent filtrer les effluves de l'île à tremper, et l'on croirait, dans un souffle tournoyant, reconnaître la fragrance d'un passé oublié. Ici ou là, des confessions se glissent dans la nuit, échangées à voix basse, écoutées d'un banc à l'autre, puis emportées par le vent. Quand la ville dort, elle rêve ses propres légendes. Et dans ces rêves, il n'est plus question de peur nue, mais d'une présence familière qui veille, s'amenuise à mesure que l'aube s'annonce. Les arches de briques, les lampadaires timides, les pavés inégaux, tout cela a absorbé la terreur des premiers jours pour la distiller en histoire. Il n'y a plus, dans le cœur de Londres, ce cri originel qui séparait le jour de la nuit, le bien du mal. Il y a désormais une sorte de frontière poreuse, que chacun traverse en allant se coucher, emportant avec lui une parcelle de ce mystère, la cuisant doucement comme un rêve. Tous n'ont pas oublié. Certains conservent ce récit, sculpté dans l'ombre, et se plaisent à effleurer le souvenir lorsqu'ils entendent la pluie tomber. Les ombres éternelles de Jack l'Éventreur ne cherchent plus la peur. Elles apaisent, elles rassurent, elles font partie du tableau. On pourrait croire qu'elles veillent à ce que la vie nocturne poursuive son cours, que la marche lente des dormeurs s'accomplisse sans heurts. Les barmen qui ferment leurs portes, les amoureux qui se quittent sous les réverbères, les vieilles femmes qui prient dans le silence des alcôves, tous font partie du même récit infini, porté par la brume et les murmures. Imaginons un dernier instant la main froide de Jacques, posée non sur une victime, mais sur la ville elle-même, une caresse muette de la nuit vers la cité endormie. Ce contact, loin de blesser, envelopperait chaque édifice, chaque âme, dans un geste ancien. Car, enfin, la véritable victoire du monstre, c'est d'être devenu histoire. C'est ainsi que s'achève cette saga. Merci d'avoir suivi cette histoire. N'oubliez pas d'aimer, partager et vous abonner à Saga Ancestrale pour d'autres récits fascinants. À bientôt.